Ouais, vraiment. Puis tu me disais justement que tu n'étais pas particulièrement déstabilisable quand tu étais en show. Non. C'est-tu arrivé souvent des événements où tout à coup, genre ton équipe capote, puis toi tu fais, ben oui, on va dealer avec ça. J'en veux de ça. Ah oui, hein? Coupe-y le micro! Je veux créer, et le show avec mon metteur en scène Bertrand Petit qui est là. Ça fait combien d'années que tu travailles avec lui? 35 ans. Sérieux? Mon beau bébert. 35 ans? J'ai le même metteur en scène depuis le tout début. Puis, écoute, on se comprend, puis, on a tellement une belle dynamique ensemble. On a écrit des numéros, on a adapté des numéros, tant pour l'événementiel que pour les scènes, les théâtres. Alors, on est comme frère et frère. Et lui, il comprend ta dynamique, c'est-à-dire que, comme tu m'as toujours expliqué, tu aimes ça à être préparé, mais... Ouais. Tu veux toujours sortir de la boîte. Lui, sa job, là, Bertrand, c'est vraiment de me bâtir un cadre serré. Puis moi, mon plaisir, c'est d'en sortir et de rentrer. Mais dans ce cadre-là, il y a des situations qu'on a réfléchies pour permettre une déstabilisation du public, pour espérer qu'à chaque soir, il va se passer quelque chose d'unique. Écoute, il y a un numéro, entre autres, où les gens sortent leur cellulaire, ils appellent du monde. Moi, je pogne le téléphone, puis je parle au monde, puis on entend la conversation. Okay. Et là, ça nous amène à un tour de magie. Ça fait des années qu'on fait ça, mais on l'a vraiment amené à un moment très, très particulier. Et juste avant hier, je prends le téléphone, c'est un vieux monsieur qui dit, je dis « Bonjour, c'est Alain Choquette qui parle. » Puis il y a une pause, il dit « Coudonc, t'es pas en retraite, toi? » C'est comme... C'est fin. Sans filet. Non, mais tu sais jamais ce qui va se passer. Non. Et j'adore ça. Et je pense que le public ressent cette improvisation-là, ces moments-là qui sont uniques, qui sont vraiment magiques, là, je vais utiliser le mot, mais qu'après 35 ans, moi, je suis capable de jouer avec ça. C'est quoi l'état de la magie actuellement? Ta lecture à toi? C'est quoi là, l'état de la magie au niveau spectacle? Ou est-ce qu'Internet a changé des choses, etc.? On en est où? Là, c'est une question qui est quand même assez complexe, parce que est-ce que tu parles pour le Québec ou pour la planète? Moi, c'est pour le Québec. Pour le Québec, écoute, sais-tu combien il y a de spectacles qui ont vendu des billets en 35 ans? De magie? De magie. Qui ont fait de la tournée puis qui ont vendu du billet. Mais tu veux dire de vendre pour vrai, là? Oui, pas 8 000? Non, vendre du billet. Oui. D'après moi, il y a toi puis c'est tout. Non, il y en a eu 3. 3? Il y a eu 3. Ah oui, il me dit ça comme si c'était une gang. Non, il y en a eu 3. Mais ça, je te dis, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Il y en a eu 3. Et c'était des shows. Ce sont des shows qui ont chacun leur couleur. C'est ça qui est intéressant. Okay. On n'a pas un qui est pareil. Et le marché est très restreint. Très restreint parce que aujourd'hui on se bat en plus contre la chanson, le théâtre, l'humour. Mais les gens qui vont te voir, vont-tu voir un humoriste qui fait de la magie ou un magicien qui est drôle? Moi, j'ai toujours surpris les gens avec l'humour. Okay. Même si j'avais un show qui s'est appelé Drôlement Intime, qui en France s'est appelé Drôlement Magique, je donnais le signal, mais je trouve que la comédie est plus drôle quand on s'y attend pas. Ouais. Ça, c'est ça qu'on a fait tout le temps. Puis même si tu as un humoriste qui arrive et qui fait un tour de magie qui va te surprendre, ben, le tour de magie va être plus fort parce que tu ne t'y attends pas. Alors, l'inverse, c'est vrai aussi. Dans un film plate, le moindre gag est très, très drôle. Tout à fait. C'est vrai. Totalement les attentes basses. Mais pour vrai, je disais ça souvent de l'ancien cinéma français. C'est plus vrai depuis longtemps. Mais à l'époque, je disais... sont plates à mort. Tout à coup, ils font une joke, là, tout le monde dans la salle. Oui, ça c'est plate à mort. Mais ce moment-là, il est bon. Mais aussi, moi, j'ai toujours aimé la magie. Là. Je suis rendue une adulte, mais je me dis, il y a des adultes qui aiment la magie jeune. Après ça, ils arrêtent d'aimer ça, ou ils arrêtent d'y penser. Ils arrêtent je sais pas, de vouloir que ça fasse partie de quotidien. Comment ça? Pourquoi on arrête d'aimer la magie à un moment donné? Je vais pas t'arrêter, mais t'as tort. Ah oui? Vas-y, tant mieux. Parce que oui, tant mieux, parce que la magie touche vraiment tous les âges, surtout dans mon cas. Moi, j'ai des parents que je rencontre après le show, qui viennent parce qu'on rencontre les gens après les shows, ils viennent me voir et disent « Hey, toi, mon père m'a amené te voir. »
Aujourd'hui, j'amène mes enfants. Tu sais, je refais revivre à mes enfants ce que mon père me fait vivre. C'est un show de Kiss. C'est-tu quoi? Non, mais c'est ça. Ça me fait dire, tabaslac, je suis bien vieux. Mais non, ça me touche beaucoup. Puis il y a des grands-parents qui nous regardaient parce que dans les années d'Adlib, moi, c'était fin années 80. Donc, il y a des gens qui nous regardaient dans ce temps-là qui étaient un peu âgés. Aujourd'hui, ils sont un peu plus âgés, mais ils viennent quand même. C'est vraiment une sortie familiale, la magie. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les jeunes vont regarder ça sur Internet, puis là, ils vont passer à autre chose à un moment donné. Là. Mais moi, je t'invite à venir voir le show, puis j'invite les gens à venir voir, là, parce qu'on a encore 1 an de tournée. Puis tu joues quand à Montréal? Là, c'est pas avant l'automne. OK. Pas avant l'automne. Qu'est-ce que tu fais l'été? Surtout des festivals. OK. Surtout qu'un festival, mais c'est beaucoup plus tranquille. Parce que moi, je fais beaucoup d'événementiel, beaucoup, et de la tournée au travers de ça. Alors, je dirais c'est moitié événementiel, moitié tournée. Okay. Mais l'été, on prend ça plus. Des festivals, tu vas où, par exemple? Ben, étrangement, je ne fais pas de magie beaucoup dans le cadre de festivals. Je suis parti dans des festivals de vin où je fais une conférence sur le vin. Ah, ben voyons. Alors, j'ai Quoi? écrit... Moi, j'allais te poser une question, ça va, il doit y avoir du monde dessous qui veulent que tu leur fasses des tours de magie. C'est parce que j'ai été porte-parole du Festival des vins Histoire de Terrebonne. Puis, une année, ils m'ont demandé de monter une conférence. Puis, conférence anecdotique versus vinicole. Puis moi, ben j'ai bien des affaires qui me sont arrivées. J'ai eu 2 restaurants, ce qui faisait que j'allais dans des dégustations de vin. J'ai visité des vignobles, j'ai rencontré des œnologues, donc je me suis bâti une cave à vin. Mais au travers de ça, il m'est arrivé plein de patentes dans la vie où j'ai été confronté au vin. Puis ça, je raconte ça avec du visuel, tout ça. Puis je fais découvrir les vins que j'ai découverts cette journée-là. Exemple. En France, bon, ça va faire prétentieux, mais j'ai soupé quelques soirs avec Jean-Paul Belmondo. Ah, ben ça, c'était... Tu m'avais conté que c'était comme quelqu'un avait réussi ça. C'est ça. Puis il est venu voir le show, tout ça. On a mangé ensemble à quelques reprises. Puis finalement, on a fait une émission de télé ensemble qui aura été sa dernière télé en France, le plus grand cabaret du monde. Et lui, bon, je me rappelle qu'il nous faisait toujours déguster son rosé préféré qu'on a ici à la SAQ, qui s'appelle Minuti. Comment t'écris ça? M-I-N-U-T-Y. Minuti. Minuti, qui est un rosé du sud de la France. OK. Alors, je raconte l'histoire de Jean-Paul Belmondo, tout ça, avec du visuel, la rencontre, puis... et là, on fait déguster ce vin-là aux gens qui sont présents à la conférence. Alors, ça, j'en ai quelques-unes cet été. Tu as eu 2 restaurants, tu m'as jamais dit ça. Ouais, j'ai eu 2 restaurants. Tu manquages des affaires. C'est quoi la réalité de gérer un restaurant avec toutes les règlements, tout ça, c'est-tu faisable ou bien c'était une histoire de fou? Écoute, Marc, j'étais pas vraiment impliqué dans la gestion. Alors, c'était une chaîne de restaurants à ce moment-là. OK, tu avais une franchise. Oui, qui s'appelait les Restos Le Four. Ah, ben oui, je me souviens de ça. Bien sûr. Alors, on avait un restaurant avec des partenaires à Charlemagne. OK. Puis moi, je m'impliquais pas dans la gestion parce que, par contre, j'ai eu un petit restaurant dans Montverger où j'avais restauré une vieille maison abandonnée parce que j'ai aussi animé des émissions de télé sur le patrimoine bâti. Est-ce que tu savais ça? Non. Qui s'appelait Passion Maison, qui a joué pendant 8 ans parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des affaires de maison puis de réno. Non, mais attends un petit peu. Attends un petit peu. C'est pas de la réno. Non? Là, je t'arrête. C'est de la restauration. Okay. Donc, l'émission, c'était la maison abandonnée dans le fond du champ ou la maison qu'on a déménagée patrimoniale, qu'on a restaurée, qu'on a amenée à l'état d'origine. OK? Donc, il y avait de l'histoire là-dedans. Il y avait du vécu. Il y avait des familles qui ont habité cette maison-là. Et c'était vraiment... On a joué 8 ans. On a fait une centaine quand même à l'Historia. Ouais. C'est pas ça touchait pas aux églises, par contre, ou le patrimoine religieux? Non. C'est complexe. En fait, par la bande, on a eu quelques chapelles qui ont été amenées comme des maisons. Mais ça, tu pouvais pas juste dire « Coucou, on arrive ». Il fallait que tu aies plein de permissions et tout ça. Ah non, mais on avait... C'était Pram qui produisait à l'époque avec Marie Dumais, qui était la personne qui a eu l'idée de ça, qui faisait toute la recherche. Non, mais il existe l'Association des propriétaires de maisons anciennes au Québec. Alors, on pouvait piger là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que on avait l'histoire de la maison, comment qu'elle était quand elle n'était pas abandonnée, quand elle était abandonnée, par contre, et tout le travail qui a été fait. Donc, on visitait les pièces, autant les planchers, les poutres, puis... bref, j'achète 2 vieilles maisons, et il y en a une qui est abandonnée en plein milieu de Montverger, et on l'a restaurée, et on en a fait un petit café qui était ouvert les week-ends à Saint-Placide. Et là, tu gérais? Là, je gérais. Et c'est quoi la réalité de gérer?
exceptionnel. Vrai? Parce que, vu qu'on était ouvert 2 jours par semaine... C'était exceptionnel, on n'était pas ouvert. Attends, non, mais c'est parce que ce qui fait mal dans un restaurant, c'est les pertes. OK. Puis nous, nos pertes, on les mangeait dans la semaine. Oui. Tu comprends? Fait que vu qu'on était ouvert juste 2 jours... C'est pour ça que j'ai ouvert un restaurant. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on faisait notre shop, puis fait que ce qui restait, ben on le bouffait pendant la semaine. Donc, mais tu n'avais pas de défi de gestion de personnel, le lien avec la ville. Il y a du monde qui me parle, là, des fois, j'ai l'impression que c'est invivable. Oui, à Montréal, c'est très complexe, les permis puis tout ça. Puis il y a aussi le gouvernement qui vient visiter maintenant à cause de... Oui, non, mais que ça soit surveillé, moi, je suis pas contre, bien entendu. Non, bien sûr. Mais c'est un petit restaurant de campagne. J'avais eu une permission. Fait que ce n'était qu'agréable. Oui, c'était juste extraordinaire. On avait une clientèle régulière, tout ça. Mais je ne le referais pas. Ah bon? Non. Ah bon? Non, parce que à cause de ce que c'est devenu aujourd'hui, tu sais, je vois des grands restaurants qui ont un grand succès, puis soudainement, ils ne sont plus en affaires. Tu te poses, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu la gestion? C'est-tu la bouffe à un moment donné? C'est-tu le personnel? Puis effectivement, gérer du staff, c'est pas évident. Gérer des êtres humains, c'est pas évident. Même si, mettons qu'on se dit, c'est pas une question d'argent, zéro, jamais. Est-ce que là, tu le referais? C'est-à-dire? C'est-à-dire, si c'est pas une question de que tu n'as pas à te soucier des pertes, tu n'as pas à te soucier... Ça roule, on part comme prémisse, ça roule pas. roule. Mettons, tu sais, le classique, là, regarde, t'es millionnaire demain matin ou t'es multimillionnaire ou trillionnaire maintenant. C'est juste que t'aimes l'ambiance, t'aimes le lieu. J'aime pas la question maintenant. Ouais. T'aimes la prémisse? Non, mais tu sais, c'est cette idée-là où qu'est-ce tu que j'ouvrirais? t'imagines. On va dire, est-ce que l'activité en soi, tu as trouvé ça intéressant? Oui, mais moi, ce que j'ouvrirais, Ouais. ce serait comme une business avec ma blonde. OK. Ce que je ferais, là, ce serait un café. OK. Parce que je suis un maniaque de café, avec 3-4 patentes à manger. Tu sais, rien de compliqué. Pas se casser la tête. Tu sais, je dis n'importe quoi, des points de pizza ou des mais Pizza café. Un café hot dog, personne n'a pensé à ça. Non. Ça manque, Caroline, Alain. Puis tu sais, il y a des, tu sais, il y a des beaux petits Espresso, emplacements. relish moutarde. C'est ça. Oh. Maillot, je parle maillot. Ben oui. Mais c'est tu sais, en même temps, faut que il faut t'en vendre du café pour faire... moi, à chaque fois, c'est ça que je me dis. Mais c'est pour ça que j'enlevais l'idée argent. Je me dis un projet moi, le café, fun. le monde ils viennent jaser, puis je m'amuse à aller dans la petite Italie, puis aller au Café Italia, puis écouter des Italiens parler de soccer, puis de politique, puis de chialer. T'es-tu connu là-bas? Bien, moi, j'ai même ma photo dans le café. Au Café Italia, sérieux? C'est parce que les propriétaires étaient venus me voir à Gaieté, à Paris, puis ils avaient gardé le programme, puis j'étais toujours là, fait qu'ils ont mis le programme dans... Mais là, il est sur le bord de la fenêtre. Oui. Il y a poli, là. OK. Faudrait T'as le polir un peu. Hey, t'as joué à la Gaieté Montparnasse. Moi, je me souviens très bien de ça. Un de mes spots préférés, c'était juste au coin, le Tournesol. Ça dit quelque chose? C'était un resto ou un café? Les deux. OK. Tu des planches, là, de charcuterie, des patates de main. Oui, Le Tournesol. OK. Est-ce que c'est dans le petit parc en bas, près de la station? Même rue que la Gaieté Montparnasse. Écoute, j'étais parti là pour jouer 4 mois, puis j'ai joué 4 ans. Ah, 652 soirs. C'était un genre d'Elvis, mais... La salle, c'est comme le Jésus, hein? T'as 400 places. Écoute, c'est un 400 places. Ouais. C'est vieux. C'est un théâtre magnifique. Tu pourrais quasiment pas jouer... Tu pourrais jouer sans micro, tellement que les gens sont proches, parce qu'anciennement, il n'y avait pas de micro, donc les gens étaient rapprochés avec une belle sonorité. Et ça a été une grosse aventure. Après ça, il y a eu de la tournée où j'ai vraiment trippé parce que j'aime l'Europe. J'ai visité, j'ai joué en France, Suisse, Belgique, en Italie l'été passé. Alors, c'était une belle aventure qui est faite, puis check. Mais Alain Choquette, est-ce que il y a encore des fois, peut-être moins aujourd'hui, mais est-ce que des fois tu t'es dit, boy, tu sais, je pensais pas que le monde allait triper autant sa magie, là. Est-ce que tu t'es surpris toi-même, au contraire, tu t'es toujours dit, non, c'est parce que vous voyez pas ce que moi je vois? Écoute, les premiers shows qu'on a fait, mon premier show, c'est parce que j'en ai eu 12, on a écrit 12. Le premier show s'appelait Première apparition. Je me souviens. Je me souviens. T'as-tu vu ça? Non, mais je me souviens de même ton poster. Oui, OK. Oui. Et là, je suis avec Avanti-Spectacle. Et là, on me bâtit une équipe. Jean-Pierre Plante au texte, Bertrand à la mise en scène. On avait Pierre qui était au décor. Ouais, une vraie gang. Là. Ouais. Et là, moi, je me retrouve... On fait un été, on fait 30 soirs à Sherbrooke, à l'université. Immense théâtre. On fait 30 soirs. Et là, la première, c'est au Théâtre Saint-Denis. Et on fait le Saint-Denis 1. C'est 2200 Exactement, places. 2200 places.
Et là, quand j'ai vu le théâtre plein, puis on a fait 50 soirs au Théâtre Saint-Denis 1, là, je me suis dit ça. OK. Je me suis dit, hey, comment... Moi, je pars d'Adlib, ma petite table Jean-Pierre, puis on fait des folies. Ouais. Puis là, on se retrouve, et là, c'est sérieux. Il faut que tu livres la marchandise. Ouais. Et oui, je m'étais vraiment... j'étais surpris de voir... Qu'est-ce que tu n'as pas fait avec du recul? Qu'est-ce que tu trouves que tu n'as pas fait? Écoute, je considère que j'aurais aimé ça... J'étais vraiment des American Dream à l'époque. Quand je me suis retrouvé à Vegas, je me disais, non, ça y est, c'est parti. J'aurais aimé ça faire une tournée aux États-Unis, conquérir des grandes villes. Après ça, j'ai fait une tournée avec Radio City Musical, le show de tournée avec les Rockets. On a fait... Là, j'ai vécu un peu la tournée aux États-Unis. Oui. Et finalement, il est arrivé à un moment donné qu'on a eu une offre. Puis mon producteur, à ce moment-là, Jean-Claude L'Espérance, s'est pas entendu avec le producteur. Okay. Et là, je me rappelle, je suis dans le bureau, il me dit « ça marchera pas les États-Unis ». J'étais en larmes, j'aurais payé pour le faire. Ah oui, hein? Mais il m'a dit « j'ai un plan B ». OK. C'était en France? Non. Non? Non, c'était le Forum. Non. Alors, avec Aldo Giampaolo, il était en train de finir une entente pour faire une série de spectacles qui va fermer le Forum juste avant. Donc, le Noël avant la fermeture du Forum, qui est Noël 1995. On a fait 10 représentations dans des salles de 10 000. Un show cirque et magie. OK, c'était monté sur mesure pour ça. Oui, vraiment pour le temps des fêtes. Wow. Et ça avait été... moi, j'étais un ancien joueur de hockey, fait que jouer au Forum, là, je capotais. Je capotais. Être dans la chambre des Canadiens, puis c'était ma loge. Ouais. C'était vraiment... Fait que, c'était un beau plan B. Ouais. Puis je dirais que malgré tout ça, Marc, j'ai été vraiment privilégié parce que, j'ai vécu vraiment des belles choses. Des beaux voyages. Autant faire des shows sur des bateaux... dans des pays étrangers. J'ai été vraiment chanceux. Mais en même temps, il y a de la chance, mais il y a du travail. Ah, bien ça, c'est clair.